Au Sénégal, une vingtaine de lycéennes musulmanes ont été réadmises jeudi dans une école catholique. C'est grâce à un compromis sur le port de voile. Au Cameroun, le ministre de l'Éducation de base a évalué l'effectivité de la reprise des classes. Des orientations ont été données pour atteindre les objectifs de cette année scolaire. Au Nigeria, des organisations du mouvement de libération du Sahraoui réclament la rupture de toute relation diplomatique avec le Maroc. Les détails dans ce journal. L'affaire a fait grand bruit, mais tout semble finalement rentrer dans l'ordre. Les lycéennes musulmanes interdites de classe à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc de Dakar pour port de voile ont été réadmises. Le compromis ayant abouti à la sortie de crise après 2 semaines de controverse a été obtenu après une intervention du Vatican auprès de cette école catholique réputée de Dakar. Selon ce compromis, uniquement valable pour l'année scolaire en cours, les 22 élèves concernés peuvent réintégrer l'école en portant l'uniforme, assorti d'un foulard de dimension convenable fourni par l'établissement et qui n'obstrue pas la tenue. En ce moment, tout le monde est là-bas en ce moment et ils sont en train d'attendre, chacun à son tour va récupérer son foulard. On récupère un pour l'instant et à partir de demain, on pourra en récupérer autant qu'on veut. Ils ont dit que le voile est accepté pour cette année, mais pour l'année prochaine, c'est pas sûr. Oui, monsieur, tout à fait. Il nous convient parfaitement. Il respecte les lois islamiques, donc il n'y a pas de problème. Nous sommes très heureux d'avoir des familles qui ont compris et la paix est revenue. Nous ne souhaitons pas qu'on mette de l'huile au feu. Tout se passe bien et ils sont vraiment satisfaits. 22 élèves voilés de Sainte-Jeanne d'Arc s'étaient vus refuser l'accès à cette école depuis le 3 septembre en vertu d'un nouveau règlement. La mesure avait suscité une vive polémique dans ce pays, très majoritairement musulman, réputé pour sa tolérance religieuse. Un accord avait finalement été trouvé le 12 septembre dernier entre le ministère de l'Éducation nationale et la direction de l'école. Fini le round d'observation pour les militants de la coordination régionale de Niamey du Modem Lumana Africa fidèles à Hamamadou. Ils ont officiellement effectué leur rentrée politique sous la direction du président de la dite coordination en présence du tout nouveau président par intérim élu lors du congrès du 4 août dernier ainsi que de plusieurs membres du bureau politique et députés nationaux. Ils ont réaffirmé leur détermination à combattre le processus électoral en cours basé sur un code électoral non consensuel et une commission électorale à la solde du pouvoir. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont énormes et nos responsabilités au sein de l'opposition le sont davantage. Le rejet du code électoral, de la CENI et l'exigence en matière électorale d'une démarche consensuelle comme le Niger en a l'habitude, pour les changer et les faire correspondre à la volonté populaire, constitue notre boussole dans la lutte implacable que nous avons le devoir de mener pour la stabilité de notre pays et le respect du cadre démocratique et républicain. Conformément aux recommandations et résolutions du dernier congrès, les militants du parti ont renouvelé leur engagement, celui d'imposer la candidature de Hamamadou aux prochaines élections présidentielles et l'élire à la magistrature suprême du Niger. Les militantes, les militants, les sympathisantes et les sympathisants du Modem FA Lumana m'ont chargé de vous faire part de leur engagement et de leur détermination à faire aboutir à n'importe quel prix l'objectif de faire du fondateur du parti son excellence Hamamadou candidat et Inch'Allah futur président de la République du Niger. Ils sont impatients et n'accepteront jamais qu'on envisage un tant soit peu un processus électoral sans Hamamadou, qui porte nos couleurs avec un programme pragmatique et ambitieux pour notre cher pays, dans le même état d'esprit, le Niger d'abord.
Au terme du meeting, les responsables du parti ont appelé les militants à se mobiliser pour la marche suivie de meeting de l'ensemble de l'opposition prévue pour le 28 septembre. Les manifestations visant à destituer la chef de la commission électorale du Malawi ont repris ce mercredi, 2 jours après l'expiration d'une suspension de 14 jours ordonnée par la Cour suprême du pays pour permettre la médiation entre le gouvernement et les dirigeants protestataires. Des milliers de manifestants se sont rassemblés dans la capitale Lilongwe à l'occasion de manifestations qui ont appelé la présidente de la commission électorale du Malawi à démissionner pour avoir géré les élections contestées de mai. Je pense que l'exécutif du gouvernement nous a laissé tomber sur la question de Jane Ansah. Nous voudrions que le Parlement intervienne, mais nous continuerons à faire pression sur le gouvernement et le Parlement. Cette femme nommée Jane Ansah est mentionnée partout et a secoué ce pays. Elle devrait simplement démissionner parce que les Malawiens ne veulent pas être perçus comme de mauvaises personnes. Nous allons changer les choses. Il y a un maximum de sécurité aujourd'hui parce que la police s'est retirée. Nous avons des soldats dans les parages et aucun magasin n'a été attaqué. À la tête du Malawi depuis 2014, Peter Mutharika a été réélu avec 38,57% des suffrages selon les résultats publiés par la commission électorale. Depuis l'annonce de ces résultats, l'opposition dénonce des fraudes pendant le dépouillement, dont l'existence d'un nombre anormalement élevé de bulletins de vote recouverts de correcteurs blancs. Les perdants ont déposé une requête en annulation du scrutin présidentiel devant la Cour constitutionnelle, dont le verdict est attendu dans les semaines qui viennent. Patrice Edouard Ngaïsona, président de la Fédération centrafricaine de football, et Alfred Yekatom, député, sont les 2 centrafricains concernés. Les 2 hommes, anciens chefs de milice anti-Balaka, sont accusés par les services de la procureure Fatou Bensouda de meurtre, viol, actes de torture, mutilation, destruction de biens et de bâtiments religieux, attaques contre des civils et enrôlement d'enfants soldats. Ngaïsona et Yekatom se sont présentés jeudi devant les juges lors d'une audience dite de confirmation des charges devant la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale en vue d'un éventuel procès. Ngaïsona, âgé de 52 ans, est soupçonné d'avoir commis ou aidé à commettre des crimes de guerre, crimes contre l'humanité dans l'ouest de la République centrafricaine entre septembre 2013 et décembre 2014. Yekatom, 44 ans, surnommé Rambo en Centrafrique, a été remis à la Cour pour sa responsabilité pénale présumée dans des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, commis dans la même zone entre décembre 2013 et décembre 2014. La CPI a, en février, joint les 2 affaires afin d'accroître l'équité et la rapidité de la procédure. L'ambassadeur de Guinée à Monrovia, capitale du Libéria, a indiqué au lendemain du drame que les personnes décédées sont d'origine guinéenne. Toutefois, il n'a pas pu préciser si elles avaient effectivement la nationalité guinéenne. 26 élèves de cette école coranique des faubourgs de Monrovia ainsi qu'un enseignant ont en effet péri dans la nuit de mardi à mercredi dans les flammes qui ont ravagé leur dortoir, d'après le porte-parole de la police libérienne. D'autres bilans ainsi qu'une liste des victimes font état de 28 morts. L'incendie pourrait avoir été causé par un défaut électrique, mais le porte-parole a assuré que l'enquête se poursuit. À en croire l'ambassadeur de la Guinée au Libéria, les victimes sont toutes d'ascendance guinéenne. Il n'a pas pu spécifier combien des enfants avaient effectivement la nationalité ou étaient nés de parents guinéens sans avoir leur nationalité. Aussi a-t-il évoqué la proximité entre les 2 pays voisins et les liens historiques et actuels entre les populations. Selon la liste des victimes, la majorité portait des patronymes Peul traditionnels tels que Diallo, So ou Bari.
Les Peuls, très majoritairement musulmanes, sont établis dans une quinzaine de pays d'Afrique de l'Ouest. Le Libéria est très majoritairement chrétien, mais compte une part notable de musulmans. La Guinée, elle, est très majoritairement musulmane. Toutes les victimes ont été inhumées mercredi sans attendre, selon la tradition musulmane. Le président guinéen Alpha Condé a fait part mercredi soir de sa vive émotion après cet incendie qui a coûté la vie à au moins 28 personnes, dont plusieurs Guinéens. Le ministre de l'Éducation de base, Laurent Serge Toundingo, en visite de travail à Douala 2 semaines après la rentrée scolaire, a annoncé la construction d'une école primaire moderne du côté de Nkwele dans l'arrondissement de Douala 4e. Je voudrais vous annoncer que pour le budget 2020, nous allons inscrire une allocation pour construire une école moderne ici. En compagnie du gouverneur de la région du littoral Samuel Dieudonné Ivaï Diboa, le ministre a visité la délégation régionale de l'éducation de base et quelques écoles primaires et maternelles publiques et privées. Le MINUDUP a consacré du temps et d'attention aux petits de la maternelle et du primaire en posant quelques questions et en prodiguant des conseils. Le conflit qui oppose l'école privée Paradis des Anges à un des riverains du côté de Makepe n'était pas en reste. Laurent Serge Toundingo est allé toucher du doigt la situation qui provoque avant toute prise de décision ultérieure. L'école sera délocalisée. Il y aura un accompagnement. Nous saisirons les autorités de la SIC pour qu'on trouve un espace plus adapté à cette école qui est une très belle école. Le ministre a achevé sa journée de travail par une rencontre avec la communauté éducative et de l'éducation de base dans la salle de banquet de la région du littoral. Le mouvement nigérian pour la libération du Sahara occidental a déclaré qu'il avait entamé un processus visant à mettre un terme à l'importation de sardines et d'autres marchandises dans le cadre des sanctions imposées au Maroc pour mettre fin à l'exploitation continue de la République démocratique sahraoui. Son coordinateur, le docteur Dipo Fachina, lors d'une conférence de presse à Abuja, a déclaré qu'il était nécessaire de mettre fin à toutes les formes de nouveau colonialisme dans le pays, appelant l'Union africaine à sanctionner le Maroc pour les crimes commis contre le peuple du Sahara occidental. Selon les informations recueillies lors de cette conférence de presse, il est à noter que la République démocratique sahraoui est un État partiellement reconnu qui revendique le territoire non autonome du Sahara occidental, mais ne contrôle que le 5e du territoire le plus à l'est. Le Maroc contrôle et administre le reste du territoire en litige et appelle ses terres ses provinces du sud. Selon lui, il est important que l'Union africaine oblige le gouvernement marocain à quitter la région, car les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes sans ingérence. Femi Falana a déclaré, en collaboration avec le peuple du Sahara occidental, que le mouvement avait déjà engagé la bataille juridique à la porte des pays africains et des entreprises qui ont conclu un accord illégal avec le Maroc pour l'exploitation du peuple du Sahara occidental. Il a exhorté ces parties et entreprises à annuler ces accords et à respecter les droits fondamentaux du peuple du Sahara occidental, tels que reconnus aux articles 20 et 21 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Au Nigeria, des tonnes de phosphate sont importées du Sahara occidental dans le pays sur la base d'accords illégaux conclus entre la République fédérale du Nigeria et le Royaume du Maroc, a-t-il ajouté. Falana s'inquiète du retard pris par le gouvernement à faire appliquer dans la loi tous les accords conclus avec le Maroc, estimant que l'Assemblée nationale devrait en être consciente et la faire respecter, en vertu de l'article 12 de la Constitution nigériane. Aucun traité ou accord entre un autre pays et le Nigeria ne peut être appliqué sans que celui-ci ne soit adopté et promulgué par l'Assemblée nationale.